Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo sur la série sur les radiofréquences. Donc aujourd'hui, on va parler des lignes de transmission. Les lignes de transmission, c'est essentiel de bien comprendre qu'est-ce que c'est parce qu'il y en a effectivement partout. Donc que ce soit une trace d'un PCB, un câble coaxial ou n'importe quel bout de fil qui va relier une source à une charge, c'est considéré comme une ligne de transmission à haute fréquence parce que ça va avoir une influence sur les paramètres S en fait et même sur l'impédance complexe vue par la source de la charge par exemple. Donc les lignes de transmission, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est parce que c'est vraiment le canal de transmission de l'information de la source vers la charge. Donc si la ligne de transmission n'est pas bien conçue ou bien réfléchie, et bien dans ce cas-là, ça se peut qu'on ait des pertes d'informations ou une atténuation du signal indésiré. Donc aujourd'hui, on va parler des lignes de transmission et on va faire le pont avec la bague de Smith qu'on a vu dans la dernière vidéo et on verra dans les prochaines vidéos aussi plus en détail différentes techniques pour utiliser la bague de Smith dans différents domaines. Donc commençons par les lignes de transmission. Qu'est-ce qu'une ligne de transmission? Donc comme je vous ai dit, ça représente effectivement n'importe quelle trace de cuivre par exemple, que ce soit sur un circuit imprimé ou dans un câble coaxial qui va relier une source à une charge. Donc la source peut être un transmetteur d'ondes radiofréquences ou même un signal numérique à très très haute vitesse va avoir des propriétés qu'il va falloir traiter la ligne entre le transmetteur et le récepteur par une ligne de transmission ARF, même si le signal est numérique, tout simplement parce que à des très très hautes vitesses numériques, on a un spectre fréquentiel très important, beaucoup plus qu'à basse fréquence. Donc, tout ça pour dire que les lignes de transmission sont très importantes. On va le retrouver dans différentes applications, donc que ce soit les traces d'un PCB, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le câble coaxial, et la ligne de transmission va avoir ce qu'on va appeler une impédance caractéristique. Ça va être l'impédance qu'on va attribuer à cette ligne-là. Donc, la ligne, à ce moment-là, va devenir un modèle qu'on va pouvoir intégrer dans nos schémas ou dans notre stratégie d'analyse pour mieux comprendre c'est quoi l'impédance vue à la charge, à la source, pour adapter vraiment, pour faire un transfert maximum en puissance la majorité du temps. Comme je vous l'ai dit, les lignes de transmission sont utilisées dans les signaux avec les signaux analogiques RF, mais aussi tout aussi bien avec les signaux numériques. Et c'est de plus en plus vrai parce que les signaux numériques comme le HDMI, PCI Express, etc. commencent à avoir des vitesses tellement rapides que ça devient des signaux considérés radiofréquences aussi. Par la base, commençons par définir qu'est-ce qu'une ligne de transmission. Eh bien, une ligne de transmission peut être définie par ce modèle très simple, donc une inductance en série avec un condensateur en parallèle. Cette représentation-là, c'est une représentation sans perte, donc il n'y a pas de perte associée, donc d'effet résistif quelconque qui va faire atténuer le signal, par exemple, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on peut voir que cette cellule LC va se propager tout le long du câble. Donc, il y a une infinité de cellules LC comme ça ici, mis en cascade qui composent une ligne de transmission. Donc, le L, en fait, l'inductance va être l'inductance du câble lui-même et la capacité C va être la capacité avec la masse. Donc, que ce soit sur une ligne de transmission sur un PCB, on va voir des exemples un petit peu plus tard dans la vidéo, ou par exemple un câble coaxial. Dans les signaux RF, une ligne de transmission, si on va avoir une impédance bien fixe, pour avoir des bonnes performances, il faut toujours que le signal RF ou le signal numérique à haute vitesse soit référencé à une masse, donc à un signal de niveau connu. Donc, c'est le modèle initial sur lequel on se base pour créer une ligne de transmission. On va voir que tout ça va faire un peu plus de sens un peu plus tard. Maintenant, ce même modèle-là, il peut être représenté avec des pertes aussi. Donc, des pertes résistives pour le câble et des pertes dans le diélectrique, en fait, entre la ligne et la masse. Donc, pensons à un câble coaxial, par exemple, qui a le signal RF au centre et la gaine extérieure qui est la masse. Eh bien, il existe un diélectrique entre le conducteur central, le signal RF, et le conducteur extérieur, donc la masse, et il va y avoir une capacité qui va se créer puisque le diélectrique n'est pas relié directement, n'est pas relié électriquement à la masse. Donc les deux câbles de cuivre, celui du centre et celui extérieur, ne se touchent pas, ils n'ont pas un contact électrique direct. Ça va créer une capacité et aussi ça va créer une conductance, donc le G ici, qui va créer des pertes dans le câble. Donc si on suppose un câble infiniment long,
Ce que ça veut dire, c'est que nécessairement, si on envoie un signal, eh bien, à la sortie, pour un câble infiniment long, la sortie serait nulle puisque toute l'énergie va être atténuée tout le long du câble. Donc, cette atténuation est due, entre autres, à la résistivité du câble, donc à la résistivité du cuivre, et la conductance entre le signal RF et la masse. Si on revient dans le cas idéal, donc le cas LC ici, si on avait un câble infiniment long, dans ce cas-ci, il n'y aurait aucune atténuation. Donc, à l'autre bout du câble, donc à une extrémité, on pourrait envoyer un signal RF et à l'autre extrémité, on pourrait encore mesurer le même signal puisqu'il n'y a aucune atténuation. Par contre, dans le monde réel, il y a toujours une atténuation qui va se créer, des pertes qui vont être intégrées dans le câble, dans la ligne de transmission, et ces pertes-là sont représentées par R et G. Donc ça ici, c'est vraiment les deux modèles théoriques avec les composants de base qu'on connaît qui représentent une ligne de transmission. Mais on va voir que ce n'est pas un modèle pour lequel on va utiliser fréquemment. C'est simplement intéressant de savoir qu'on peut représenter une ligne de transmission par ces composants-là. On va voir un peu plus tard qu'on va pouvoir utiliser soit des outils ou des techniques plus avancées pour mieux faire des conceptions de lignes de transmission. Mais il faut garder en tête qu'il y a toujours une espèce d'effet capacitif parallèle et un effet inductif série pour une ligne de transmission. Maintenant, à partir des schémas qu'on a bâtis sur la ligne de transmission, on peut bâtir des équations qui vont nous donner en fait l'impédance caractéristique du câble. L'impédance caractéristique est notée Z0 pour l'impédance caractéristique. Et pour un câble idéal, donc dans le premier schéma que je vous ai montré, ça serait égal à la racine de l'inductance divisée par la capacité. Et pour ce qui est du schéma avec les pertes, il faudrait intégrer la résistance et la conductance dans l'équation. Bien évidemment, si on veut calculer l'impédance caractéristique en connaissant ces valeurs-là, on peut le faire, mais il est souvent très difficile de connaître, par exemple, c'est quoi l'inductance, c'est quoi la capacité, c'est quoi la résistance et la conductance d'un câble. Donc, on va plutôt utiliser soit des logiciels ou des calculateurs en ligne pour nous donner c'est quoi l'impédance caractéristique d'une ligne sur un PCB, par exemple. Par contre, ces équations-là nous donnent quand même un sens sur comment l'impédance caractéristique varie, dans la mesure où si on sait que la capacité augmente, eh bien nécessairement l'impédance caractéristique va diminuer. Et ça ici, on peut le représenter maintenant avec des lignes de transmission sur un PCB, donc qu'on appelle microstrip pour PCB. Et en fait, ça nous donne un peu un indice sur quelle largeur de trace on doit utiliser pour respecter l'impédance caractéristique. Par exemple, pour une ligne de transmission étroite, on pourrait obtenir une impédance caractéristique de 90 ohms. Eh bien, juste avec l'équation Z0 égale à la racine de L sur C, on sait que si on veut diminuer l'impédance caractéristique à 50 ohms, par exemple, il suffit d'élargir la trace pour diminuer cette impédance caractéristique. Parce que c'est ce que l'équation nous dit. En augmentant la capacité, on diminue l'impédance caractéristique et c'est ce qu'on fait lorsqu'on élargit la trace. Effectivement, on augmente la capacité ici entre les deux traces de métal, qui est la définition d'un condensateur essentiellement. Donc, la relation ici mathématique n'est pas utilisée directement dans des applications, mais de connaître un peu cette relation-là nous permet d'avoir des jugements sur quand on fait des conceptions. Est-ce qu'on doit élargir, amincir la trace, par exemple, pour donner une impédance caractéristique précise. Mais comme je vous dis, la plupart du temps, pour avoir une impédance caractéristique, selon les caractéristiques de notre PCB, le substrat, la hauteur, les dimensions, tout ça, on va plutôt préférer utiliser un calculateur ou un simulateur qui va nous donner des performances, en fait des résultats beaucoup plus précis. Un élément très important qu'on va parler et qu'on va reparler bien évidemment dans les prochaines capsules aussi, c'est la longueur électrique. La longueur électrique définie par le symbole lambda, donc le symbole grec lambda ici, va être très important parce que c'est le facteur qui va nous permettre de faire la traduction entre le monde réel et les paramètres qu'on va utiliser dans nos équations ou même dans la bague de Smith. Donc la variable lambda, c'est vraiment la longueur d'onde du signal qui va se propager dans notre milieu, soit dans le PCB ou dans l'air. Donc il y a la formule ici très connue qui est lambda, qui est la longueur électrique, égale à la vitesse de la lumière, C, divisé par la fréquence d'opération. Donc on sait que dans le vide, dans l'air, il va y avoir une relation directe entre la fréquence et la longueur d'onde. Par contre, lorsqu'on va être dans un milieu différent, par exemple sur une trace de cuivre sur un PCB, il va falloir faire un petit ajustement à l'équation ici.
et rajouter racine du epsilon effective, en fait, qui est la permittivité ou le diélectrique utilisé pour le PCB. Donc, encore là, tout ça, c'est une approximation. Il va y avoir des calculateurs en ligne plus précis pour le faire et même on peut faire des simulations bien avancées avec des simulateurs 3D pour mesurer vraiment c'est quoi la valeur du lambda, donc la valeur de la longueur électrique. Par contre, ça nous donne une bonne approximation, un bon premier résultat sur à quoi peut ressembler, c'est quoi la longueur électrique pour la fréquence d'utilisation et le substrat utilisé. Dans notre cas, ici, on va utiliser par exemple une approximation qui est la vitesse de la lumière divisée par f, la fréquence d'utilisation, racine du diélectrique utilisé. Donc, epsilon r, c'est la permittivité relative de notre diélectrique. Les unités de la variable lambda, donc la longueur électrique, sont en mètres. Donc, ça va pouvoir faire facilement la relation avec le paramètre physique de notre PCB. Donc, vous pouvez garder en tête la longueur électrique parce que c'est un paramètre qu'on va revoir à différentes reprises dans le futur. C'est un paramètre très important parce que c'est vraiment le lien avec nos schémas, comme on va voir à l'instant. Donc, dans cet exemple-ci, on va parler des propriétés des lignes de transmission. Donc, c'est un exemple ici où on a une certaine charge, dans ce cas-ci, une charge de 50 ohms et une ligne de transmission. Dans ce cas-ci, la ligne de transmission est dessinée comme ça ici parce qu'on a toujours le signal RF et on a une masse qui va la relier parce que comme on a vu initialement, les lignes de transmission avec une impédance caractéristique, c'est toujours deux câbles, donc un câble pour la masse et un câble pour le signal RF. Donc, chaque ligne de transmission est caractérisée par deux aspects. Pour des lignes idéales, bien entendu, donc des lignes sans perte, on va avoir l'impédance caractéristique et la longueur électrique. Donc, l'impédance caractéristique, on a vu comment la calculer. C'est tout simplement racine de L sur C. Et lambda, on a vu aussi comment le calculer. C'est la vitesse de la lumière divisée par la fréquence fois racine du diélectrique. Donc, avec ces paramètres-là, on va pouvoir connaître c'est quoi notre ligne de transmission un peu plus réelle. Et on va pouvoir mesurer ce qui va nous importer à ce moment-ci, c'est l'impédance vue à l'entrée. Parce que ce qu'il faut comprendre essentiellement avec la ligne de transmission, c'est que oui, la charge est de 50 ohms. Dans les premières vidéos, on faisait simplement voir c'était quoi l'impédance vue directement à la charge, donc à ce point-ci. Mais maintenant, avec la ligne de transmission, l'impédance vue au départ, donc l'impédance vue à l'entrée du système, va être bien différente. Et c'est une propriété de la ligne de transmission qu'on veut voir plus précisément parce qu'à ce moment-ci, si mon impédance est différente ici à l'entrée, la source que je vais placer pour pousser ma puissance vers la charge, mais je vais devoir prendre en compte tous ces aspects-là parce que c'est différent maintenant. Dans le cas idéal, dans les premières vidéos, on mettait la source directement reliée à la charge. On ne parlait pas encore de ligne de transmission, mais dans le monde réel, toute charge et toute source vont être reliées par un canal et le canal, c'est la ligne de transmission. Et nécessairement, chaque élément qu'on ajoute entre la source et la charge, tous ces éléments-là peuvent affecter c'est quoi l'impédance et ça peut avoir des effets sur les performances. Donc, bien évidemment, on ne veut pas que la ligne de transmission cause trop de problèmes et c'est ce qu'on va voir, donc les propriétés de la ligne de transmission. Donc, la première propriété super intéressante, c'est un cas particulier, mais qui est souvent utile parce que si on utilise une ligne de 50 ohms, donc une ligne d'impédance caractéristique de 50 ohms, avec une charge de 50 ohms, peu importe c'est quoi la longueur du câble, l'impédance vue à l'entrée va être encore de 50 ohms. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va nous permettre de brancher plusieurs items en cascade, toujours en maintenant 50 ohms et on n'aura aucune perte théoriquement au niveau de chacun des étages. Donc c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on retrouve sur tous les appareils électroniques, les équipements de mesure, les câbles de mesure RF aussi, ça va tout être des systèmes à 50 ohms. Pourquoi? Parce que si, par exemple, notre outil de mesure, si on prenait par exemple un générateur de fonction a une sortie de 50 ohms, on le relie avec un câble de 50 ohms et on met une charge de 50 ohms, eh bien, nécessairement, on sait que toute l'énergie du générateur de fonction va être fournie à la charge et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas que la ligne de transmission ait de l'influence sur notre système. Donc, tout ça reste vrai dans la mesure où chacun des éléments
est de 50 ohms. Ce qui est super intéressant, je l'ai glissé un mot, mais ça nous permet aussi d'utiliser une longueur de câble variée, peu importe c'est quoi la longueur de câble, cette condition va toujours rester vraie, que le câble soit petit ou très long, parce que si on respecte 50 ohms à l'entrée, 50 ohms à la sortie et un câble de 50 ohms, tout le système va être adapté à 50 ohms et c'est le cas idéal. Par contre, le cas un petit peu moins idéal, mais plus général, c'est où on va avoir une charge qui est différente de 50 ohms, un câble qui est de impédance caractéristique Z0. Bien souvent, le câble reste quand même à 50 ohms. On peut, dans certaines applications spécifiques, mettre un câble d'impédance quelconque, par exemple 75 ohms, 100 ohms ou un peu moins, par exemple, dans les 30 ohms. Mais dans la plupart des cas, on va toujours rester à 50 ohms et on va avoir une certaine longueur de câble. Mais par contre, en changeant l'impédance de charge, l'impédance d'entrée est différente et il y a une façon de la calculer, c'est avec cette grosse équation ici. Donc, cette équation, ce qu'elle va nous donner, c'est l'impédance vue à l'entrée. Évidemment, ça va être une impédance complexe en tenant compte de la ligne de transmission, la longueur de la ligne de transmission et l'impédance de la charge. Bien évidemment, la formule mathématique va fonctionner à tous les coups. Cependant, ce n'est pas une solution, je vous dirais, intéressante parce que c'est une équation complexe à résoudre, mais aussi qui est peu intuitive parce que ça ne nous donne aucune information supplémentaire sur l'impédance d'entrée. Dans la mesure où on va avoir une impédance d'entrée connue, oui, mais si on modifie légèrement l'impédance complexe à la charge, on ne saura pas comment modifier comment varie en fait l'impédance d'entrée. Au lieu d'utiliser cette grosse équation, on va plutôt utiliser la bague de Smith qui va être un outil super génial qui va nous éviter d'utiliser la grosse équation ici pour obtenir c'est quoi l'impédance d'entrée. Donc, lorsqu'on utilise la bague de Smith maintenant, on sait que l'impédance caractéristique correspond à 50 ohms par exemple, eh bien ça va être le point central de notre abaque. Ensuite, tout dépendant de notre charge se situe où, on va pouvoir dessiner des cercles de rayons fixes avec le point central ayant le centre à notre abaque. Ainsi, on va pouvoir déplacer la charge sur un cercle de rayons constant pour trouver c'est quoi la nouvelle impédance complexe vue à l'entrée. Donc, on va faire un exemple, ça va être beaucoup plus clair avec un exemple, mais gardez en tête que ces cercles-là, ça représente toutes les possibilités de charge qu'on peut placer et lorsqu'on se déplace sur une ligne de transmission, on se déplace sur ces cercles-là, donc dans le sens horaire, pour retourner voir c'est quoi l'impédance vue à la source. Donc maintenant, on va faire un petit exemple qui va bien clarifier un peu tout l'aspect, comment utiliser la bague de Smith pour faire une résolution de problème avec une ligne de transmission. Et vous allez voir, c'est très très simple. En seulement 4 étapes, on va être capable de trouver c'est quoi l'impédance d'entrée de notre système à ligne de transmission avec la bague de Smith. Donc, prenons cet exemple-ci. Donc, on a une ligne de transmission ici de longueur 0,8 lambda. On pourrait trouver c'est quoi la longueur physique sur un PCB, par exemple, avec la formule que je vous ai présentée un petit peu plus tôt. Donc, la formule qui est lambda est égale à C sur F racine du diélectrique, donc epsilon R. Eh bien, on pourrait remplacer lambda ici par la formule fois 0,18 pour trouver c'est quoi la longueur effective sur un PCB. Mais dans notre cas, on va la garder en valeur de lambda, donc en longueur électrique. L'impédance caractéristique est de 50 ohms pour le câble. Et donc ici, on a une charge complexe de 40 plus J30 ohms. Et on sait que pour représenter une charge dans un plan, dans un abaque de Smith, on doit normaliser premièrement cette charge à 50 ohms, donc l'impédance caractéristique du câble. Pour normaliser, une fois normalisé, on obtient 0,8 plus J 0,6 et on pourra positionner ce point-là sur notre abaque de Smith. Avec toutes les informations qu'on a dans ce diagramme-là, on va être capable de trouver c'est quoi l'impédance d'entrée du système sans utiliser la formule que je vous ai montrée un petit peu plus tôt, donc la grosse formule, et on pourra utiliser la bague de Smith qui est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, dans un premier temps, première étape, on positionne tout simplement la charge ZL de 0,8 plus J 0,6. On positionne dans la bague de Smith comme on sait bien le faire. Bien entendu, on se rappelle que le point central de notre abaque, c'est l'impédance caractéristique ou qui correspond tout simplement à 50 ohms. Dans une deuxième étape,
on va tracer un cercle de rayons constants qui correspond entre la distance entre le centre et la charge et centré au centre de la bague. Donc, lorsqu'on va se déplacer sur notre ligne de transmission, que ce soit vers la charge, vers l'entrée, on va se déplacer dans le sens horaire comme ça ici pour tourner autour du point central et ainsi on va pouvoir déplacer l'impédance vue à la charge sur ce cercle de rayons constant. Donc, un petit peu plus concrètement, on passe à l'étape 3 qui est de déplacer le point de charge de la longueur voulue. Donc, on va déplacer, on va tourner sur le rayon qu'on a tracé, le rayon du cercle R constant. On va tourner ici jusqu'au point où on a fait le déplacement de 0,18 lambda. Donc, à cette étape-là, il nous faut tracer dans un premier temps une ligne qui part du centre et qui traverse notre charge jusqu'à l'extérieur de la bague. On va retrouver à l'extérieur de la bague une échelle en valeur de lambda. Donc, cette échelle-là, à partir de cette échelle-là, on va être capable d'ajouter la longueur de 0,18 et de voir jusqu'à quel point on se rend sur notre abac. Donc, tout simplement, on commence ici, on ajoute 0,18 lambda, on se retrouve à un certain point. À ce point-ci, on trace une ligne encore qui traverse jusqu'au centre et ça correspond à être le point de croisement qui va être effectivement l'impédance d'entrée du système. Donc, tout simplement, ce petit déplacement qu'on a fait sur le cercle de rayon constant va nous donner c'est quoi l'impédance vue à l'entrée du système, donc l'impédance Z-in. Donc, c'est ce qu'on fait à l'étape 4. Il suffit d'aller lire sur la bague de Smith c'est quoi la valeur de l'impédance à ce point-là et ça nous donne tout simplement l'impédance d'entrée du système. Évidemment, c'est l'impédance d'entrée normalisée. Il suffit de dénormaliser, donc faire fois 50 ohms, fois l'impédance caractéristique, pour trouver c'est quoi l'impédance dénormalisée vue à l'entrée du système. Donc, qu'est-ce qui est super intéressant avec la bague de Smith, contrairement à la formule mathématique, c'est que si, par exemple, la ligne de transmission devait changer en longueur, donc si on avait à changer, donc augmenter ou diminuer la longueur de la ligne de transmission, on sait que nécessairement l'impédance vue à l'entrée du système serait quelque part sur le cercle, un petit peu avant, un petit peu après. Donc, on sait que on devrait se situer dans cette région-ci. Donc, ça dépend, tout dépendant, c'est quoi la longueur du câble, si elle était un petit peu plus long ou un petit peu plus court. Donc, une fois qu'on a multiplié par 50, on obtient l'impédance d'entrée dénormalisée, donc de 74 moins J35, et c'est l'impédance vue à l'entrée. Donc, on voit que bien que la ligne de transmission a une impédance caractéristique de 50 ohms, l'impédance vue à l'entrée va être bien différente parce qu'il va y avoir un déplacement de la charge, donc l'impédance complexe va se déplacer sur notre abac de Smith pour nous donner une impédance complexe vue à l'entrée qui est très différente. Et donc, c'est très important de tenir en compte la ligne de transmission parce que, donc, si on connecte par exemple un système quelconque, une source, donc un système par exemple un amplificateur, et on ne tient pas en compte la ligne de transmission qui va aller se relier à un autre étage par exemple d'amplificateur, eh bien, les impédances complexes ne seront pas adaptées et on va avoir des pertes dues à la ligne de transmission puisqu'on aura mal calculé c'est quoi l'impédance vue à l'entrée du système. Donc, c'est toujours très important de tenir en compte les lignes de transmission, surtout à très très haute fréquence, parce que plus on augmente en fréquence, plus les lignes de transmission vont avoir un impact. N'importe quel petit bout de câble, bout de fil, les petites traces vont avoir un impact significatif sur l'impédance complexe vue par le système. Donc, chaque élément doit être tenu en compte lorsqu'on fait une analyse RF. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Laissez des commentaires dans la section sous la vidéo et on va se revoir pour une prochaine vidéo sur les séries RF et on va aller plus en détail avec la bague de Smith. Donc, n'oubliez pas de vous imprimer la bague de Smith, refaire les exemples par vous-même avec le papier crayon. C'est super intéressant et c'est super pratique de le faire soi-même et ça nous développe des habiletés pour résoudre des problèmes par la suite parce qu'on sait comment l'impédance complexe se déplace dans un abac de Smith. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et de contenu en électronique. On va se revoir pour une prochaine capsule. Merci.